Alors, maintenant, nous allons avoir la chance d'entendre donc mon ami Bruno Guiderdoni, que je vous ai déjà présenté, donc je ne le représente pas. Et le connaissant, je peux vous dire que ce sera quelque chose d'inspirant et d'accessible surtout. Bruno, c'est à toi. Rebonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum, good afternoon. On me pose souvent la question, comment la science peut-elle nous aider à retrouver le sens de notre vie, mais aussi le sens du monde. Alors je dis, mais moi je suis un croyant, un modeste croyant musulman, je lis des livres, en particulier des livres de spirituels musulmans, vous ne voulez pas que je vous parle de ça? Non, non, on me dit non. Non, non, on voudrait que tu nous répondes en tant que scientifique, en tant qu'astrophysicien. Alors je dis, mais pourquoi vous avez besoin que je vous réponde en tant qu'astrophysicien? Je dis, parce que la science nous a éloignés du sens, elle nous a éloignés de la foi, elle nous a éloignés de Dieu. En voulant expliquer les choses sont devenues opaques. Avant, c'était des symboles qui désignaient d'autres réalités spirituelles. Et puis, les lois de la physique ont fait que tout ça, c'est de la mécanique finalement. Et cette mécanique nous a amenés à perdre le sens, en particulier au cours du XXe siècle, après les espoirs du XIXe siècle, où on pensait que la science allait répondre à toutes les questions, y compris donner les réponses aux questions philosophiques et spirituelles. Eh bien, il y a eu les horreurs du XXe siècle, les guerres, la colonisation, Hiroshima, la Shoah, etc. Et donc, les philosophies de l'absurde, et finalement, on est arrivé à la perte de sens. Les phénomènes ne sont que des choses, l'univers est sans but, notre vie n'a pas de sens, si ce n'est celle qu'on veut bien lui donner. Ce sont les philosophies de l'absurde, à partir de l'existentialisme de Sartre ou de Camus, par exemple. Et en 1970, Jacques Monod, prix Nobel de médecine pour la découverte de l'ARN messager, écrit un livre très célèbre qui a eu beaucoup d'impact, Le hasard et la nécessité, où il reprend ce thème de l'absurde et il finit son livre par ces dernières phrases où, finalement, il affirme que la science renforce l'absurdité du monde. L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité de l'univers, où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Donc il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a pas à trouver du sens, il y a éventuellement à se fixer un sens dans la vie de façon tout à fait subjective. Et je pense que Monod avait dans la tête cette extraordinaire image qui a été prise par les astronautes de la mission Apollo 8 en route vers la Lune. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on voit la Terre dans son ensemble. On n'a pas appelé cette photo « the blue marble », le marbre bleu. C'est la photo qui a été la plus reproduite sur les couvertures de magazines historiquement. Et elle montre évidemment la beauté de la Terre, de ses océans. On voit l'Afrique, on voit Madagascar, on voit l'Antarctique. On voit aussi la fragilité de la Terre et de notre humanité qui vit finalement dans les quelques kilomètres d'épaisseur d'atmosphère. Il y a la vie aussi dans les quelques kilomètres d'épaisseur de l'océan. Et cette Terre flotte en quelque sorte, elle orbite autour du Soleil dans une immensité glaciale. Et évidemment, quel est le sens de notre vie dans cette immensité ? Il me semble que cette philosophie de l'absurde, elle a résisté finalement aux révolutions scientifiques du XXe siècle dont nous avons longuement parlé depuis ce matin. Évidemment, ces révolutions scientifiques, ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes, n'ont pas donné tous leurs fruits, mais ils ont clairement tuer une vision du monde qui est celle du matérialisme mécaniciste et déterministe des atomes, celui du XXe siècle. Mais ce matérialisme a été très largement remplacé par un autre matérialisme, une sorte de refus de la métaphysique, puisque la vision matérialiste des atomes ne pouvait plus tenir. Eh bien, beaucoup de scientifiques, me semble-t-il, ont conservé ce qu'on appelle la clôture causale du physicalisme. Alors il y a beaucoup de ismes dans ce que je dis, je suis désolé, c'est-à-dire l'idée que malgré tout, même si on ne savait plus ce qu'était la matière, eh bien le monde n'était fait que de lois physiques
et qu'il n'y avait pas d'intervention dans le monde autre que celle des lois physiques. C'est ce qu'on appelle le physicalisme. Mais ces lois de la physique elles-mêmes, ce qui sont fondamentalement les lois de la physique quantique, telles qu'on les a vues ce matin, eh bien, elles ne sont pas une description de la réalité, dans ce point de vue-là. Elles ne sont que des recettes, des astuces pour pouvoir faire des prédictions de mesure. Donc on se retrouve avec une vision du monde assez répandue qui a pris la place du matérialisme historique. Cette vision du monde, c'est celle d'un anti-réalisme physicaliste, où on affirme qu'il n'y a que les lois de la physique pour produire des causes dans le monde, et que ces lois de la physique ne sont en fait compte que des recettes. Et il n'y a pas d'autre connaissance réelle que celle de ces recettes-là. Et il me semble que cette vision n'est pas vraiment cohérente, parce que si nous-mêmes, nous ne sommes que des phénomènes physiques, qui prend conscience que le monde n'est que phénomène physique? C'est cette circularité que je voudrais essayer de vous démonter, en quelque sorte, dans mon exposé. Évidemment, si le monde est juste un ensemble de phénomènes physico-chimiques, qui prend conscience de cette réalité du monde qui ne serait que des phénomènes physico-chimiques. Donc il faut commencer par la conscience. Alors vous savez que c'est un grand problème, la conscience. Il y a deux problèmes de la conscience en fin de compte. Il y a ce qu'on appelle le problème facile de la conscience, qui est abordé par les scientifiques des sciences cognitives, par les neurosciences, et qui essaie d'étudier par d'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle les zones du cerveau qui s'allument quand on a un certain nombre de fonctions cognitives supérieures, comme par exemple la vision ou l'audition. Ça, c'est assez facile. Mais ce qui est difficile, ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, the hard problem of consciousness, c'est d'essayer de comprendre d'où vient l'impression que nous avons, une impression tenace, d'être des sujets. Qu'est-ce que ça fait d'être un sujet? Thomas Nagel, un philosophe, a écrit il y a quelques années un livre très influentiel qui s'appelle « What it is like to be a bat ». Qu'est-ce que ça veut dire d'être une chauve-souris qui se navigue dans un monde par écholocation, en envoyant des ultrasons et en se représentant le monde par ultrasons. Nous-mêmes, nous représentons le monde, nous sommes un sujet présent au monde, nous sommes des sujets présents au monde, et nous ne savons pas comment expliquer cette présence au monde, parce que les neurosciences sont tout à fait capables de décrire ce qui se passe dans le cerveau quand il y a un stimulus, et même de voir comment nous réagissons au stimulus pour faire une action, par exemple en sentant l'odeur d'un croissant chaud le matin, comment nous avons envie de manger ce croissant chaud, et la conscience n'intervient à aucun moment dans ce processus. Donc plus on étudie le cerveau, moins on voit apparaître la conscience. Et selon le processus de clôture causale, effectivement, nous devons supposer que la conscience est soit une illusion, soit un phénomène qui finalement se réduira à de la physico-chimie. Et il n'y a dans cette vision-là ni intervention subjective, ni libre arbitre, mais cette explication ne nous donne pas la clé de cette question, qu'est-ce que ça fait d'être ce que nous sommes? Et le problème de la conscience est même plus aigu, puisqu'il se prolonge dans un autre problème qui est le problème de la cognition. Qu'est-ce que ça fait de saisir la vérité? La vérité mathématique, par exemple, celle qui permet de démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exprimer sous la forme d'une fonction. C'est une démonstration simple. Quand les Grecs l'ont faite pour la première fois, ils ont été stupéfiés par le pouvoir de l'esprit humain de comprendre des vérités mathématiques. Mais qu'est-ce que ça fait aussi de saisir des vérités factuelles, comme par exemple la découverte du boson de Higgs en 2012, boson de Higgs qui avait été prévu presque 50 ans auparavant, par le pouvoir de l'esprit humain, et qu'on finit par détecter, ou les ondes gravitationnelles qui avaient été prévues par Albert Einstein en 1915 et qui ont été détectées exactement 100 ans après. Et on peut étendre cette question, bien évidemment, à la saisie de valeurs comme le bien ou le mal. Qu'est-ce que ça fait de saisir ces vérités? Si la conscience est inutile, si c'est uniquement un phénomène physico-chimique, pourquoi nous avons une illumination quand nous saisissons des vérités mathématiques ou des vérités factuelles? Et on ne sait pas quand la conscience est apparue, mais il faut inclure le développement de la conscience et le développement de la cognition, non
pas simplement dans la relation avec le cerveau, avec le corps, mais aussi dans l'histoire de la vie, c'est-à-dire dans le processus évolutif qui a amené la vie des stades élémentaires jusqu'à l'apparition des êtres complexes que nous sommes. Et la question se pose pour la conscience, par exemple. Nous sommes des Homo sapiens. Les Homo sapiens sont apparus il y a 200 000 ans. On sait peut-être un peu plus, puisqu'on en a trouvé des Homo sapiens rudimentaires au Maroc, ici. Mais les hommes de Néandertal eux-mêmes semblaient avoir une conscience. Par exemple, ici en France, il y a la grotte de Bruniquel, où les hommes de Néandertal ont réuni des stalactites et des stalagmites pour faire une figure. On ne sait pas très bien à quoi ça servait, mais ils sont venus intentionnellement dans cette grotte, puisqu'on ne peut pas y accéder autrement qu'avec des torches. Il n'y a pas de lumière. Donc il y a eu toute une démarche consciente pour aller faire ce cercle de stalactites et de stalagmites, où ici, dans la grotte de Pasiega, des peintures pariétales. Donc d'autres espèces que nous, les hommes de Néandertal, avaient déjà une conscience, et comme vous le savez, il y a toute une série de travaux en éthologie animale pour essayer de voir si les animaux supérieurs ont une forme de conscience d'eux-mêmes. Et cette conscience, elle nous amène à comprendre la nature sous des formes extrêmement complexes. Vous voyez ici le résultat d'une collision entre particules au Large Hadron Collider au CERN. Donc les collisions se passent selon cet axe-là, et il y a des gerbes de particules qui sortent ici dans tous les sens. Et en fait, la physique quantique, dans sa version la plus élaborée, c'est la théorie quantique des champs. Cette théorie quantique des champs nous apprend que les particules, ce sont des modes d'excitation de réalité non locale, non temporelle, qu'on appelle les champs quantiques, qui permettent de calculer avec précision les probabilités d'apparition et de disparition des particules par pur hasard, sans cause. Et l'équation qui décrit cela, vous la voyez ici, ça c'est le pouvoir de l'esprit humain. Et ça, c'est la meilleure description que nous avons de la réalité actuellement. Ça donne des prédictions avec une précision absolument incroyable. Nous ne comprenons pas d'où ça vient, mais c'est un produit de l'esprit humain. Et c'est difficile de croire que c'est une simple illusion ou une simple recette qui permet de faire des calculs. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dont, par exemple, Yves Dupont a parlé ce matin. Alors voici la matière. Cette matière elle-même, elle est régie par des lois, ces lois de la physique, vous les voyez. J'aurais dû ajouter la relation d'Einstein, la relativité générale, qui explique comment l'espace-temps courbe est généré par les tenseurs énergie-impulsion, par la présence de matière. Mais nous savons que ces lois ont donné naissance à l'expansion de l'univers. Donc il y avait forcément quelque chose du point de vue de la science ici, mais si les lois sont à l'origine de l'expansion, qui est à l'origine des lois, en quelque sorte? Là où il n'y avait pas de conscience humaine, il n'y avait pas de cognition humaine, les lois étaient quand même là pour donner naissance à l'évolution cosmique. Et ça, c'est un grand sujet de réflexion. On écrit parfois, on lit parfois des livres de scientifiques où ils disent il n'y a pas de problème, ce sont les lois de la physique qui ont créé l'univers, mais qui a créé les lois de la physique avant même que l'esprit humain n'existe? On continue, effectivement. Luke Barnes, ce matin, a extraordinairement présenté la question du fine-tuning de l'univers, de l'ajustement apparent des constantes. Il y a une orientation dans l'évolution de l'univers. Les lois de la physique ont exactement les valeurs qui permettent l'apparition de la complexité, la formation des grandes structures, des galaxies, des étoiles, des planètes, l'apparition de la vie. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cet extraordinaire univers de 100 milliards de galaxies, de 10 000 milliards d'étoiles, qui donne un panorama absolument considérable, où l'être humain n'est pas seul, en quelque sorte, dans l'immensité indifférence de l'univers, puisque tout le réglage de l'univers a concouru à l'apparition de la complexité et de l'être humain in fine. Alors, évidemment, la question de savoir, et de savoir aussi si nous sommes seuls, pour donner du sens à notre vie, il y a un secteur très actif de recherche de la vie extraterrestre, dont John Matter, tout à l'heure, a parlé. Le James Webb Space Telescope a détecté, par exemple, des
des atmosphères d'exoplanètes. Voilà, on voit l'atmosphère de la planète K2-18b, qui est une planète un peu plus grosse que la Terre, une planète icéenne, c'est-à-dire un océan recouvert d'atmosphère d'hydrogène. On a détecté un certain nombre de molécules organiques intéressantes, dont le sulfure de diméthyle ici, qui est sur Terre une molécule qui est uniquement produite par des réactions organiques, par la vie. Donc on ne sait pas si c'est le trace d'une forme de vie élémentaire, ça demande confirmation, mais vous voyez le genre de recherche qu'on a. À l'autre bout du spectre, il y a aussi une recherche très active pour savoir si s'il y a d'autres formes de vie technologiquement développées dans l'univers. Et pour l'instant, c'est le grand silence, malgré les efforts. Par exemple, vous voyez ici le Allen Telescope Array, qui écoute en quelque sorte en ondes radio un certain nombre de directions de l'espace où il y a des exoplanètes. Et c'est un grand problème, ce silence de l'univers, parce qu'on n'est pas du tout dans un univers à la Star Wars peuplé de nombreuses formes de vie. Il y a des réflexions philosophiques sur le sens de notre humanité. Est-ce que la vie a du mal à apparaître ? Est-ce que la vie complexe a du mal à apparaître, ou est-ce que la vie complexe, une fois qu'elle s'est développée, qu'elle évolue vers des formes technologiquement développées, arrive à un terme parce que finalement elle s'autodétruit. Donc ça, ce sont des grandes questions qui se posent et qui restent d'actualité au moment où on voit évidemment toutes les guerres et les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux que vous connaissez. Alors je continue mon petit tour. Avec l'apparition de la vie, Paul Ashby en a parlé, il y a une grande incertitude sur l'apparition de la vie. Il y a aussi une unité fondamentale du vivant qui reflète l'unité fondamentale de la matière et qui me semble totalement intéressante aussi dans ce parcours pour remettre en question l'antiréalisme, en quelque sorte, d'un certain nombre de scientifiques contemporains. Et cette vie, une fois apparue, va évoluer par le jeu des mutations et de la sélection naturelle, mais cette sélection naturelle, on sait qu'elle est fortement canalisée en quelque sorte par les lois de la physique. Il y a une orientation également dans l'évolution biologique à cause des lois de la physique qui font que certaines solutions évolutives sont beaucoup plus intéressantes que d'autres pour la survie et vont être conservées. Par exemple, l'hydrodynamisme ici, qui fait que ces animaux-là, le requin, le dauphin, etc., qui ont des ancêtres communs qui n'étaient pas aérodynamiques ou hydrodynamiques, vont avoir des formes semblables, ou l'apparition de l'elk, qui est arrivé donc à plusieurs fois dans l'histoire de l'évolution, et bien sûr le cerveau est un avantage évolutif très important, et donc l'évolution ne pouvait pas ne pas trouver l'aile, elle ne pouvait pas ne pas trouver l'œil, elle ne pouvait pas ne pas trouver le champ, et elle ne pouvait pas ne pas trouver le cerveau humain. Et non seulement il y a ces effets dans l'évolution, mais il y a aussi le phénomène de l'épigénétique, c'est-à-dire de l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. On peut avoir les mêmes gènes et des vies complètement différentes, il n'y a pas de fatalisme génétique. L'environnement, ce que nous faisons, peut-être même ce que nous pensons, peut-être même ce que nous prions, a une influence sur notre vie. Regardez par exemple ces deux jumelles ici qui sont jumelles, elles ont le même patrimoine génétique, mais elles ne se ressemblent pas beaucoup parce que les gènes se sont exprimés différemment, ou ces deux souris qui ont les mêmes gènes également, mais qui ont été exprimés différemment parce que l'une a été nourrie avec de la vitamine B, pas l'autre. Là, voilà, ça c'est l'histoire du système ocytocine, qui est une hormone qui qui accompagne le lien, l'amour entre une mère ou un père et son enfant. Et plus les parents vont être aimants par rapport à l'enfant, plus l'enfant va lui-même être sensible à cette hormone et développer des sentiments d'affection par rapport à ses enfants. Donc il y a en quelque sorte une transmission des expressions de certaines protéines, de certains caractères, l'expression de certains gènes, de certains caractères. Et ça, c'est évidemment, ça ouvre l'idée que l'évolution pourrait être orientée. Voilà, alors, donc pour terminer, quand on met tout ça ensemble, c'est le petit tour que je fais auprès de mes amis quand ils me posent la question. On part de la conscience, on va vers la cognition, vers la connaissance rationnelle, on va effectivement à la connaissance des lois de la physique. Les lois de la physique sont celles qui vont générer l'évolution cosmique, et dans l'évolution cosmique, ensuite, on va avoir l'évolution biologique. Mais à cause de la clôture causale du physicalisme,
hein, du fait qu'on veut absolument que tout soit réduit à des phénomènes physiques, eh bien, on est obligé d'introduire un certain nombre d'hypothèses ad hoc, par exemple le fait que la conscience soit une simple illusion, ou de la réduire à la physico-chimie. La connaissance rationnelle elle-même n'est qu'une adaptation à l'environnement par des essais et des erreurs. Il n'y a pas de saisie de la vérité à proprement parler. Les lois de la physique ne sont pas réelles, ce sont juste des astuces de prédiction. Hein. Mais, les lois de la physique sont incluses dans une sorte de loterie cosmique dont on a parlé ce matin avec Luke Barnes lors de la table ronde, et qui provoque peut-être des multivers, enfin un multivers avec des morceaux d'univers qui ont d'autres constantes au-delà de l'univers observable, et puis bien sûr la contingence totale de l'apparition de l'être humain, alors qu'il y a l'évolution convergente, il y a l'épigénétique. Donc tout ça, ça montre que le système ne tient pas par lui-même, le système du physicalisme ne tient pas par lui-même, hein. Il y a quelque chose d'autre qui tient ce système-là. Et évidemment, on peut se référer par exemple à cette belle image du dessinateur et peintre hollandais Maurits Escher, hein, dans lequel voilà, le spectateur du musée est lui-même dans le tableau. Vous voyez, ici, il est en train de regarder un tableau, le spectateur, et le tableau lui-même, bah, finalement, c'est une ville, c'est un musée dans lequel il se trouve. Et on a, dans la science moderne, justement à cause de la clôture du physicalisme, cette idée d'un cercle qui n'arrive pas à être complet. Hein, et d'ailleurs, Escher lui-même n'a pas pu finir le dessin parce qu'il y avait une zone là où les choses devaient se rejoindre, et il n'a pas pu le dessiner, et il a mis un vide. Et ce vide, c'est finalement notre présence au monde, notre présence en tant que sujet au monde, qui donne du sens au monde, qui est le sens même du monde, et que Michel Bitbol, dont on a déjà parlé ce matin, appelle le point aveugle de la science, le fait que nous soyons à l'intérieur du monde des sujets pensants, des sujets conscients. Alors il me semble que tout ça tient beaucoup mieux quand il y a un principe d'unité, hein, avec un sujet réel et irréductible, une conscience qui n'est pas une illusion et qui n'est pas réductible à la matière, une conscience qui est capable d'accéder aux vérités, parfois de se tromper, mais aussi de dire vrai, d'accéder aux vérités. Et parmi ces vérités, il y a les lois de la physique qui sont sans doute, évidemment, pas exactement la description des véritables régularités, mais qui ont une approche des régularités du réel. Et ces régularités du réel nous montrent une orientation vers la complexité à travers l'évolution cosmique et l'évolution biologique. Donc tout cela tient ensemble par ce principe d'unité. Et quand on est croyant, évidemment, on peut voir apparaître ce principe d'unité, par exemple, ici, avec, voilà, ici, évidemment, vous voyez le nom Allah au centre de ce dessin qui représente une étoile, mais aussi le nom du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Voilà. Alors, évidemment, pour un croyant, on en parlait avec le professeur Keïta, le monde est intelligible parce que Dieu a créé le monde avec sa sagesse, avec son intelligence. Il nous a créés aussi avec une petite partie de sa sagesse, de son intelligence, et notre intelligence, l'intelligence que Dieu a mise en nous, trouve l'intelligence qui se trouve dans le monde. Hein. Donc il y a cette unité, cette résonance entre nous dans le monde. Nous ne sommes pas étrangers au monde, contrairement à ce que Jacques Monod disait. Nous sommes partie prenante du monde, et le monde est notre environnement, et nous le comprenons. Pour finir, je voudrais revenir sur cette mosaïque de la Médersa Bouinaniya qui se trouvait au début de mon exposé. Et en fait, pour moi, la question du sens, elle est résumée par cette mosaïque. D'ailleurs, la Médersa Bouinaniya était un endroit d'enseignement, et peut-être les étudiants méditaient-ils sur cette mosaïque. Effectivement, on peut... Pardon, voilà, je l'ai perdu, là, voilà. Remettre le diapo. Voilà. Remettre les diapos, merci. Oui. Tu conclus, hein. Ah ouais, c'est terminé. On ne peut pas remettre la diapo, oui. Bon. Donc dans cette mosaïque, on voit des chemins blancs, hein, qui sont en quelque sorte les chaînes des causes et des effets, tels que, la science les décrit. Mais en même temps, à chaque point, vous voyez un symbole d'unité, une étoile ou une petite mosaïque. Et en fait, la présence du sens, elle est là. Elle est là partout, parce que le sens est à chaque instant dans la description que nous faisons de ces chemins de causalité qui sont extrêmement complexes, vous voyez, et qui entourent le sens. Le sens n'est pas au bout des chemins de causalité, il accompagne les chemins de causalité.
dans la science, exactement comme dans la philosophie juive, chrétienne et musulmane du Moyen-Âge, on pouvait parler de la cause première, Dieu, qui était le causateur des causes secondes qui s'enchaînent les unes après les autres. Et moi, j'aime bien, pour terminer vraiment, cette phrase d'un grand mystique musulman qui s'appelle Ibn Ata'Allah al-Iskandari, qui a vécu à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle à Alexandrie, qui a écrit un recueil de sagesse, et il dit qu'évidemment, il y a deux façons d'approcher le sens. Il y a la façon d'approcher le sens en procédant à partir du principe premier, à partir de Dieu, et puis le sens d'aller vers Dieu, en raisonnant. Et Ibn Ata'Allah dit que, évidemment, il faut essayer de commencer finalement par le sens plutôt que de le chercher à la fin du processus. En fait, c'est plus sens et quête de science que science et quête de sens qu'Ibn Ata'Allah propose, et à la fin, il écrit ces magnifiques vers. Quand le réel a-t-il été absent au point qu'il faille procéder par argumentation vers lui, et quand a-t-il été éloigné au point que ce soit les choses créées qui nous le fassent rejoindre. Wa illa famata raba hatta yustadalla alayhi wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilayhi. Merci à tous.